toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Kol Aviv et vous êtes bien calés sur le 101 FM, la fréquence juive de Toulouse, et vous êtes dans votre émission Israël le Mag avec à la technique Laurent qui va nous accompagner toute la matinée et qui poursuivra avec l'émission de notre ami Salomon Atia dans l'œil de l'actu. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour à tous. Et puis je suis bien entendu avec mon ami Raïm Musican. Bonjour Raïm. Bonjour Serge, bonjour aux auditeurs de Kol Aviv qui peuvent donc nous écouter sur la fréquence et je rappelle qu'on peut également nous voir en direct sur YouTube, c'est la chaîne Kol Aviv. Alors, Raïm, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur la situation, l'instant T, comme on fait d'habitude, hein, pour faire le point sur cette histoire, l'histoire du peuple juif à travers cette partie de sa vie qui est extrêmement pénible en ce moment. Et puis ensuite, vous nous donnerez le sommaire de l'émission. Bien écoutez, Serge, nous sommes aujourd'hui au 500e jour de la guerre. Un chiffre provisoire depuis le 7 octobre 2023 serait de 1906 morts, des milliers de blessés. Je ne compte pas tous les traumatisés de la société israélienne, soldats et civils. Et puis, on pense qu'il y aurait entre 59 et 60 otages. Alors, cette situation-là est assez compliquée pour l'État d'Israël et nous aurons le plaisir d'avoir dans quelques instants notre premier invité. Mais est-ce que vous pouvez nous donner le sommaire globalement? Oui, bien écoutez, d'ici quelques instants, nous allons dialoguer avec Jonathan Serrero, qui nous fait l'amitié de répondre souvent à nos invitations. Je rappelle que Jonathan Serrero est un journaliste israélien qui est un spécialiste à la fois de la société israélienne et du monde diplomatique. Ensuite, dans une deuxième partie, après avoir évoqué avec lui justement les otages, nous ferons un point sur la situation sécuritaire avec Jonathan Keller, qui est un ancien officier des renseignements militaires. Et puis, dans une troisième partie, nous recevrons Yehuda Lankri, qu'on a bien connu en France, puisqu'il a été ambassadeur d'Israël ici. Il a été également ambassadeur d'Israël aux Nations Unies et il rentre les États-Unis. Et on fera le point avec lui sur les relations entre Israël et les États-Unis et d'autres pays du monde. Merci, merci Raïm. Et de suite, nous allons prendre notre premier invité, Jonathan Serrero, comme vous le signifiez tout à l'heure, qui est journaliste spécialisé dans la société israélienne. Bonjour Jonathan. On vous entend pas? Entendez? Voilà, maintenant c'est bien. Alors, Jonathan, Israël vit en ce moment des moments très, très, très difficiles. Il y a eu ce moment d'émotion intense, intense entre l'arrivée des cercueils des enfants Bibas, Kfir et Ariel, et de leur maman chérie. Il y a eu cet enterrement aussi où tout Israël était là dehors pour accompagner à leur dernière demeure les enfants Bibas et leur mère. C'était un moment très compliqué, un moment d'émotion intense. Il faut rappeler que Kfir est le plus jeune otage euh, jamais kidnappé. Euh, et puis, il y a eu aussi, il y a aujourd'hui, Shlomo Mansour, qui est l'un des otages les plus vieux du monde et qui est enterré aujourd'hui. Ces personnes-là, ces Israéliens ont été sauvagement assassinés par les terroristes du Hamas. Et rappelons que Kfir et Ariel auraient été étranglés d'un main nue par un groupe de salafistes terroristes à Gaza. Il faut le rappeler. Et cette émotion est très grande en Israël.
Et quand je dis est très grand dans le peuple d'Israël, était très grand dans le peuple d'Israël, dans sa vision biblique, bien entendu. Alors avec vous, Jonathan, quel est l'impact réel de, de ces moments extrêmement durs que nous vivons tous, amis d'Israël, peuple d'Israël, sur la société israélienne? Il est énorme, gigantesque, indicible même, inhumain. Je pense que lors de ces derniers jours, on a utilisé tous les qualificatifs possibles, dans toutes les langues possibles, avec tous les mots possibles pour essayer d'essayer de mettre des mots sur l'indicible, l'inhumain, la barbarie. Car ce qui s'est passé, euh, je ne dirais pas qu'on le savait, on ne voulait pas le voir, on ne voulait pas le comprendre, on ne voulait pas l'accepter. Nous avions eu des informations au préalable, mais nous avons eu, je dirais, nous avons matérialisé avec l'arrivée des cercueils de Chiri, de Kfir et d'Ariel, matérialisé la douleur que nous ressentons tous depuis le 7 octobre. Le 7 octobre a été une tragédie gigantesque pour l'État d'Israël. C'était une tragédie tellement énorme que nous ne parvenions pas je dirais, matérialiser, je réutilise le terme, à matérialiser la douleur que nous ressentions. Et avec l'annonce des assassinats, du triple assassinat de Chiri, de Kfir, 10 mois, et de Ariel, 4 ans, les Israéliens ont pu, je l'espère, dans leur grande majorité, comprendre et mettre des mots sur ce qu'est l'organisation terroriste du Hamas et surtout la complicité des civils gazaouis qui, pendant un an et demi, n'ont rien dit alors qu'il y avait un enfant de 10 mois retenu en otage par des barbares. Alors, Alors, on a l'impression que le 7 octobre revient en boomerang avec ces événements, parce que le 7 octobre s'éloigne au fur et à mesure dans l'esprit, dans la conscience humaine, notamment en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, et on oublie un petit peu ce moment tragique qu'a vécu l'humanité, pas que le peuple juif. Et donc, on a l'impression qu'on revient dans un boomerang. Et peut-être que le monde a-t-il compris la cruauté de ces terroristes qui n'ont rien d'humain, en tout cas, qui c'est indicible, en tout cas, comme vous le dites. J'espère que le monde l'a compris. Je suis moins optimiste concernant le fait que nous parvenions à convaincre les ennemis de l'État d'Israël. Il n'y a qu'à voir les réactions, malgré le fait qu'un enfant de 10 mois a été étranglé par des barbares. Il y a des réactions absolument abjectes. On pense bien évidemment à cette députée du Parlement européen, Rima Hassan, pour ne pas la citer. Il n'y a qu'à voir les réactions à certains messages que l'on poste sur les réseaux sociaux, des réactions absolument abjectes. Mais je veux croire que l'ensemble de l'humanité, la grande majorité de l'humanité, a été touchée par ce drame. Et surtout, le message le plus important est à transmettre à l'ensemble du peuple juif pour qu'ils comprennent la cruauté de ce que sont les ennemis de l'État d'Israël. Et nous sommes à quelques semaines de la fête de Pessah. Et personnellement, j'ai compris pourquoi à Pessah, on rappelait un événement qui s'est passé il y a des millénaires, à savoir l'ordre divin de se souvenir de la sortie d'Égypte et de la douleur du peuple juif en Égypte. Et là, nous ressentons cette douleur dans notre chair, dans notre sang et dans notre âme, après avoir appris la mort d'enfants de 4 ans et de 10 ans, et la douleur aussi, il ne faut pas l'oublier aussi, la douleur des rescapés de la Shoah, que l'on rappelle à chaque fois à tort dans certaines émissions, malheureusement, dans alors, certaines cérémonies. alors, Exactement. Alors, Jonathan, hier soir,
il y a eu une nouvelle vidéo qui a été diffusée par le Hamas, où on voit les adieux poignants entre Yair Horn, qui a été récemment libéré, et son frère Ethan, qui lui reste otage. Et donc, le Hamas a diffusé cette vidéo dans le cadre de ce qu'on peut appeler la guerre psychologique. Et puis, il y a 2 jours, il y a eu la célèbre émission sur la 12 Oufda, où on a pu entendre le témoignage horrible, horrible de Elie Charabi. Je crois aussi que au-delà de la mort, on est en train de découvrir à quel point les otages, ceux qui désormais sont libres et ceux qui malheureusement sont morts, ont été torturés par le Hamas qui se comporte comme des barbares. Vous avez parfaitement résumé la situation et mis des mots sur je le répète, l'indicible, l'inhumain, la barbarie, Chaim, c'est absolument abject. Et le Hamas insiste, appuie là où ça fait mal et veut provoquer surtout des réactions au sein de la société israélienne, les pour, les contre, les pour l'accord de libération de tous les otages, les opposants à cet accord pour la reprise de la guerre, contre la reprise de la guerre, et semer la zizanie au sein même de la société israélienne et provoquer des remous au sein de la classe politique israélienne, alors que sur ces questions, sur la question du sort des otages, sur le fait que l'on entende Elie Charabi prononcer un tel discours, témoigner un témoignage absolument je n'ai pas les mots pour décrire son témoignage, pour décrire la réalité qu'il a vécue pendant plus de 500 jours. On ne peut même pas se mettre à sa place. En réalité, mettre des mots sur ce qu'il a vécu, juste le soutenir, l'aider, ne jamais oublier ce qu'il a raconté et toujours essayer de témoigner pour eux. Peut-être qu'ils n'auront pas la force dans un avenir proche, alors c'est à nous qui n'avons pas vécu cette horreur, on aurait peut-être pu le vivre en étant le 7 octobre au Festival Nova ou habitant de ces localités israéliennes. Mais aujourd'hui, le Hamas cherche avant tout à semer le trouble au sein de la société israélienne et il faut que cela cesse vraiment, véritablement. Alors juste pour illustrer pour nos auditeurs ce que Elie Charabi a dit l'autre soir, juste une phrase, de dire que depuis le 7 octobre, il était enchaîné, y compris quand il allait aux toilettes. Alors, Jonathan, la première phase, on va dire comme ça, de l'accord est en train de se terminer. Selon vos informations, combien resterait-il d'otages? Et a-t-on une évaluation entre ceux qui sont vivants et ceux qui malheureusement sont morts? Vous avez prononcé le chiffre de 53 otages encore retenus dans la bande de Gaza. Il y en aurait une trentaine qui seraient malheureusement morts, retenus, dont les dépouilles sont retenues encore par le Hamas dans la bande de Gaza. Donc cela ferait donc un peu moins d'une vingtaine qui seraient encore en vie et qu'il faut à tout prix sauver, bien évidemment, le plus rapidement possible. On l'espère. Ce serait a priori la volonté de Benjamin Netanyahou qui chercherait à mettre la pression sur le Hamas en essayant de prolonger cette première phase de l'accord et en soutenant le plan proposé par l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, qui est de libérer dans un premier temps une moitié d'otages et dans un dernier temps l'autre moitié d'otages. Le Hamas réclamera bien évidemment des contreparties en réclamant donc la libération de terroristes palestiniens retenus prisonniers en Israël. Pour le moment, le Hamas refuse à repousser cet accord. Alors, l'accord aujourd'hui, le plan proposé par Steve Witkoff plaît à l'ensemble des partenaires de la coalition
de Benjamin Netanyahou et le pousse à aller dans ce sens. Mais au sein de l'opinion publique israélienne et au sein de l'électorat de Benjamin Netanyahou, les sons de cloche font quelque peu, varient quelque peu, sont quelque peu divergents aujourd'hui, puisque l'électorat de Benjamin Netanyahou réclame tout simplement une reprise de la guerre et qu'on en finisse, que Tsahal en finisse avec le Hamas après ce qui est arrivé lors de ces dernières semaines et ce que le pays a vécu lors de ces dernières semaines et de ces derniers jours. Alors, Jonathan, vous avez parlé donc du plan 8 côtes. On n'a pas très bien compris ce plan avec cette trêve pendant le Ramadan et la trêve pendant Pessah. Alors, si on compte bien, il va y avoir 2 semaines entre la fin du Ramadan et le début de Pessah. Donc, pendant cette période-là, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas très bien compris aussi la notion de la libération des otages. Alors, c'est vrai qu'il y a ce double événement entre le chantage que font les terroristes du Hamas avec ces vidéos terribles et puis d'otages et pour mettre la pression sur la société israélienne pour essayer de la faire réagir et la sortir dans la rue. Et de l'autre côté, on a les Israéliens qui disent, bon, ok, le cabinet de sécurité a hier adopté le plan 8 côtes et aujourd'hui, ils font pression en disant, voilà, c'est le plan 8 côtes ou la guerre qui reprend. On en est où exactement dans cette situation sur le plan sur le plan humanitaire d'abord et sur le plan de cette gestion de ce plan? Pour aller vite, il y a deux plans. Le plan Trump, soit libérer l'ensemble des otages et si le Hamas ne le fait pas, alors les portes de l'enfer s'ouvriraient sous le Hamas dans la bande de Gaza. Il y a le plan de Witkoff qui est un plan plus diplomatique, une sortie de crise entre guillemets plus diplomatique. Mais je dirais que Israël se parle à lui-même sur cette question. Il est dans un dialogue permanent entre lui et Tout à entre fait, lui vous et avez lui-même. entièrement raison, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Et il ne sait pas, pour le moment, il ne sait pas prendre de décision. Et c'est là le drame. Et c'est ce que le président américain a dit en des termes très simples. On peut aimer ou pas aimer le président Trump dans sa manière de réagir, mais il l'a dit lors de la première réunion du Conseil des ministres aux États-Unis. Il l'a dit, ce sera à Israël de décider ce qu'il doit faire. La situation est catastrophique, la situation est dramatique, la situation des otages est en tout point inhumaine, mais c'est à Bibi, comme il l'a dit, c'est à Bibi de décider, c'est à Israël de décider ce qu'il fera. Et aujourd'hui, Benjamin Netanyahou fait du Benjamin Netanyahou, comme d'habitude, l'entre-deux, à savoir ne pas dire que Israël est prêt à reprendre la guerre tout de suite, comme cela aurait dû être le cas ce matin, puisque le cessez-le-feu a pris fin. Il tend encore la main au Hamas malgré tout ce qui s'est passé et tout ce que l'on a vu il y a de cela encore quelques jours. Il laisse encore une chance, une dernière chance au Hamas en lui disant nous sommes prêts encore à discuter. Mais le Hamas répond non, nous ne sommes pas encore prêts à discuter. Et le Hamas, je dirais, mène ça malheureusement, de main de maître. Il comprend bien ce qui se passe, ce qui se joue au Moyen-Orient. Et cette lutte intestine qui se joue au sein même de la société israélienne, au sein même de l'opinion publique israélienne. Et aujourd'hui, le fait de ne pas décider de ne pas reprendre la guerre, c'est un drame pour Israël, que l'on soit pour ou contre cette reprise de la guerre. Il faut décider, soit libérer l'ensemble des otages aujourd'hui et aller vers une solution négociée, ou soit vers la solution militaire et en finir avec le Hamas. Alors je ne dis pas que cela va se terminer demain matin, mais en tous les cas, il y aura une décision de prise et pour le moment, aucune décision de prise et c'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas ce qui se passe. Jonathan, il faut bien comprendre que Netanyahou
ne tend pas la main au Hamas. Le Netanyahou tend la main aux familles des otages. Et il a bien compris que de sortir les otages, en tout cas ceux qui sont vivants, en tout cas de suite, compte tenu des témoignages des otages qui sont sortis, de cette souffrance, de cette cruauté du Hamas, je pense que quand on est un responsable politique vis-à-vis de cet événement-là, on ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir, c'est pas possible. Et donc, il a envie de sortir les otages. Et de notre côté, il sait très bien que s'il veut sauver Israël, c'est de détruire complètement le Hamas après. Et le Hamas le sait très bien. Donc, il y a un chantage permanent. Et c'est compliqué pour lui. Et puis, il y a ce plan Wittkott qui s'impose aujourd'hui, que le cabinet de sécurité a adopté. Donc, il y a une possibilité d'échanger en tout cas le plan Wittkott contre la deuxième phase qui était prévue au début. C'est compliqué, c'est pas aussi simple. Je pense pas qu'il donne des gages au Hamas. C'est l'interprétation de son électorat aujourd'hui. Ce matin, ce qui se dit dans les différents groupes liés au Likoud et à l'ensemble des partenaires de la coalition, c'est l'impression que Benyamin Netanyahou laisse encore une dernière chance au Hamas. Et c'est en ce sens que j'ai dit que Israël tend la main, ou Benyamin Netanyahou tend encore la main au Hamas. Et Benyamin Netanyahou ne veut pas être accusé aussi par une grande partie de l'opinion de ne pas avoir tout essayé pour essayer pour tenter de libérer encore plus d'otages. Et apparemment, c'est la priorité aujourd'hui pour Benyamin Netanyahou, de libérer le plus d'otages possible, malgré le prix à payer, le prix cher à payer de libérer des terroristes. Sur cette question, Benyamin Netanyahou ne veut pas être pris au piège aussi par l'ensemble de l'opposition. Mais attention, Benyamin Netanyahou est attendu au tournant par l'ensemble de ses partenaires de la coalition, car si Benyamin Netanyahou va trop loin dans ses concessions, entre guillemets, accordées au Hamas, il pourrait se retrouver dans un avenir proche sans coalition. Alors, Jonathan, on a appris ce matin que le bureau du Premier ministre a annoncé la suspension de l'aide humanitaire à Gaza, en précisant que c'était en accord avec Washington. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le monde va hurler, bien sûr pas le journal, mais l'opinion publique internationale, en disant les Israéliens veulent faire mourir de faim les 2 millions de Gazaouis? Donc, le monde hurle depuis 3000 ans déjà contre nous. On le sait, on est préparé, mais cela nous surprend toujours, malgré l'horreur de la situation et malgré ce qui s'est passé le 7 octobre, et malgré notre générosité, notre immense générosité, parce que il faut bien le dire, des milliers de tonnes d'aide humanitaire sont rentrées dans la bande de Gaza depuis un an et demi, pendant que nos otages étaient affamés et retenus en chaîne par des barbares. Et ce n'est pas cette décision qui a été prise ce matin, une décision que, en tant que citoyen, que je considère comme bonne de mettre fin à cette aide accordée à la bande de Gaza. Aujourd'hui, le Hamas s'est refait, entre guillemets, grâce à cette aide, s'est restructuré grâce à cette aide humanitaire accordée par Israël, à renflouer ses caisses. Et aujourd'hui, le Hamas est capable, selon les informations qui nous parviennent du terrain, est capable de reprendre les combats grâce à cette aide offerte par Israël et la communauté internationale. Et il se dirait que cette aide humanitaire permettrait au Hamas et aux Gazaouis de tenir encore 4 mois. Donc, on verra dans le temps si cette décision perdure, si Israël hausse le ton. Tout dépend, je le dis, tout dépend du comportement qu'Israël adoptera et que les dirigeants de l'État d'Israël adopteront contre le Hamas, et les décisions qui seront prises dans un avenir très proche contre le Hamas et contre la bande de Gaza. Merci Jonathan en tout cas de votre analyse. Et puis bien sûr qu'il faut rappeler qu'il y a une famine à Gaza, mais malheureusement
Elle s'adresse à nos otages et on a bien vu les images de ces otages sortis perdant 20-30 kilos dans des états catastrophiques sur le plan alimentaire. Oui, il y a une famine à Gaza pour nos otages, c'est sûr. Il n'y a pas de famine à Gaza. On a vu des vidéos pour la préparation du Ramadan et on souhaite bon Ramadan à tous nos auditeurs musulmans. Et on a vu qu'il ne manque de rien à Gaza. Et vous l'avez dit il y a quelques instants, il y a 4 mois d'aide humanitaire dans les stocks du Hamas. Je dis bien dans les stocks du Hamas parce que c'est lui qui gère et qui permet à lui de se refaire une santé sur le plan militaire. Merci Jonathan. Tiens. Écoutez, j'espère qu'on se verra avant les fêtes de Pessah, mais en tout cas, on vous souhaite un Purim Samer. Voilà. Merci. Voilà, nous allons faire une petite pause jingle et nous revenons en plateau avec notre prochain invité, Jonathan Keller, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, avec lequel nous reviendrons sur la situation vraiment militaire de la région et avec les différents fronts, Raïm. Absolument. Malheureusement, comme vous le savez, depuis le 7 octobre, ce n'est pas seulement la guerre contre le Hamas, mais il y a plusieurs fronts que Tsahal, qu'Israël doit mener en même temps. Voilà, on les développera avec Jonathan Keller, qui n'est pas encore arrivé. Voilà, nous fait signe, nous fait signe notre ami Laurent. Le voilà, il arrive. Et donc, un petit jingle et nous revenons en plateau. Voilà, nous revenons au plateau pour aborder le deuxième sujet donc de notre émission Israël le Mag avec Jonathan Keller, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Bonjour Jonathan. Jonathan, on ne vous entend pas? On est bien? Si, on l'entend apparemment. Bonjour. Bonjour. Alors, Jonathan Keller, on terminait avec Jonathan Serrero, justement, sur l'aide humanitaire qui était délivrée aux Gazaouis. Et puis, on se rend compte, bien entendu, que cette aide humanitaire a permis au Hamas de se reconstituer depuis la première phase des négociations et de cette trêve, qui a permis le retrait d'abord de forces israéliennes du carrefour de Netzarim et donc la montée vers le nord et la reconstruction, en fin de compte, du Hamas dans cette région, en tout cas, peut-être pas dans le sud ou moins bien dans le sud, et moins bien dans le sud parce que Israël garde l'axe Philadelphie. Quel est le rapport de force aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment parler du Hamas qui s'est reconstitué parce que finalement, les forces qu'il a engagées et reconstituées, c'est vrai qu'il y a beaucoup de commandants qui sont aguerris à la guerre, mais beaucoup de gens n'ont pas d'expérience militaire. Est-ce qu'ils pourraient quand même gérer cet événement rapidement par rapport à la force de Tsahal? Alors voilà, justement, quand on parle du Hamas, le Hamas a deux têtes. Il a une tête civile, politique, souveraine, et puis une tête effectivement militaire, qui sont complètement différenciées. Ce sont des personnes qui appartiennent à l'une partie de l'organisation, ne participent pas forcément à l'autre. Alors, comme vous l'avez dit, toute la politique israélienne autour de l'aide humanitaire, que ce soit pendant la guerre ou pendant le cessez-le-feu, à mon avis, est complètement absurde. Ce que nous avons fait, c'est créer un marché noir à l'échelle de toute la bande de Gaza et donner le monopole de ce marché noir au Hamas. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous êtes un Gazaoui et que vous voulez acheter du riz ou du lait pour votre famille, il va falloir que vous vous rendiez dans une organisation de soi-disant charité qui appartient au Hamas et lui donner de l'argent. Donc, on a rendu le Hamas de nos propres mains l'organisation économique qui a le monopole à la fois des importations, si on peut appeler ça comme ça, et de la distribution de denrées, que ce soit denrées alimentaires ou autres. Euh,
Donc effectivement, toute cette politique a mené au fait au lieu d'affaiblir le Hamas, on l'a renforcé. Alors maintenant, sur le plan militaire, les choses sont un peu plus compliquées. Comme vous l'avez dit, le Hamas, oui, il est vrai, il a réussi à recruter pendant la guerre d'autres éléments, mais un élément n'en vaut pas un autre. Les nouvelles recrutes ne sont pas forcément bien formées, ne sont pas entraînées, ont peut-être moins d'expérience militaire sur le terrain. Et puis le Hamas a surtout reçu un choc terrible pendant l'espace d'un an et demi suite à une guerre meurtrière avec Tsahal, qui a réussi à éliminer des dizaines de pourcents à la fois de ses effectifs, de ses commandants et surtout de son armement. Et je pense que les deux roquettes qui ont été tirées récemment le prouvent. Il y en a une la semaine dernière même, deux roquettes qui, de un, montrent peut-être une intention du Hamas de jouer sur les négociations, de faire pression, de montrer qu'il est encore vivant, qu'il est encore capable de lancer des roquettes. Mais ce sont deux roquettes qui sont tombées sur le territoire de Gaza, qui n'ont pas réussi à traverser la frontière. Et tout cela pour la bonne raison que le Hamas a arrêté d'utiliser ces rampes de lancement auxquelles on était habitué, qui étaient un peu plus sophistiquées que cela et utilise maintenant des rampes de lancement qui sont complètement improvisées, de temps en temps construites en bois, pour ne pas se faire repérer, parce que maintenant chaque rampe de lancement est devenue quelque chose de rare et quelque chose de cher pour le Hamas et qu'il essaye de protéger les résidus de ses forces. Donc voilà un élément de preuve qui montre que le Hamas, en effet, du moins militairement, est affaibli. Alors officiellement, la trêve de la phase 1 est terminée. Et bon, les Israéliens proposent un autre plan, enfin par l'intermédiaire des États-Unis, le plan Witcott. Mais on apprend ce matin que Israël aurait attaqué Beit Hanoun en éliminant un terroriste. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette notion? Et est-ce que vraiment ça montre qu'Israël est présent très fortement dans la région et qu'ils ne laisseront pas le Hamas s'installer comme ça si facilement? Alors, je ne suis pas du tout au courant de ce qui s'est passé ce matin. Ça fait 2, 3 heures que j'ai pas vu les news. Donc, D'accord. je ne peux pas vous confirmer. Mais ça ne m'étonnerait pas fondamentalement. Il arrive qu'on puisse éliminer tel ou tel élément terroriste. Ça veut pas forcément dire, ça veut dire qu'on veut montrer des dents, ça veut dire qu'on veut essayer de faire pression sur les négociations. Donc, suite aussi à l'annonce ce matin de l'arrêt de l'aide humanitaire vis-à-vis de la bande de Gaza. Mais ça ne veut pas forcément dire que, on maintient une présence conséquente dans le sud de la bande de Gaza. Chaim? Euh, il y a une question que je voulais vous poser par rapport à ce que vous venez de dire à Serge. Vous parlez de marché noir entre Israël et le Hamas, mais il n'y a pas d'alternative au Hamas à Gaza. Ah oui, alors tout à fait. Il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, on n'a pas essayé d'en créer une. Il faut être honnête. Pendant un an et demi, on a tout fait pour éliminer le Hamas sans essayer d'élaborer une alternative, qu'elle soit militaire ou civile, dans la bande de Gaza. Par contre, la situation qui était celle qui existait avant le 7 octobre montrait qu'il y avait un certain... Alors oui, le Hamas était forcément présent sur la scène économique gazaoui, mais il y avait une sorte de marché libre ou des marchés, chacun pouvait se mettre à vendre des légumes en bas de sa maison, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui dans le monde de Gaza. Vraiment, si vous voulez acheter le moindre aliment, il va falloir que vous rendiez et que vous achetez ça des mains d'un membre du Hamas. Les choses ont un peu changé dans ce sens-là. Alors, il y a un autre front qui apparemment est en train de s'allumer. C'est que hier, il y a eu une déclaration du Premier ministre et du ministre de la Défense qui ont ordonné à Tzal de se préparer à la défense d'un village druze, le village de Jaramana, qui est situé dans la banlieue de Damas. On ne comprend pas très bien qu'est-ce que vient faire Tzal dans la banlieue de Damas pour protéger des Druzes. Alors, tout à fait, ça a pris de surprise et un peu de choc l'ensemble des observateurs. On essaie en fait de faire revivre cette idée d'égal à l'homme des années 70, de créer un État ou du moins une autonomie kurde à l'intérieur de la Syrie, idée qui avait à l'époque euh, été complètement refusée à la fois par Rabin et d'autres. Euh,
Et donc, on a une espèce de nouvelle stratégie en Syrie, à savoir non seulement garder les Druzes qui sont en fait le long de la frontière israélienne, donc dans le sud-ouest de la Syrie, éventuellement de prendre le contrôle de ce qui s'appelle Jabal al-Druze, c'est-à-dire le mont des Druzes, qui est à quand même 2-3 heures de route de là, qui est au sud de la Syrie, presque à la frontière jordanienne, si vous voulez. Et puis maintenant aussi, on se veut les protecteurs des Druzes en banlieue de Damas. Je trouve ça complètement incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi, quel est l'intérêt israélien d'être un faiseur de roi à l'intérieur de la scène intérieure syrienne. Je ne comprends pas pourquoi on devrait s'impliquer dans les combats entre ethnies et entre communautés à l'intérieur de la Syrie. On a beaucoup plus à perdre qu'à gagner là-dessus. Mais finalement, Jonathan, on ne peut pas demander aux Druzes de faire une zone tampon dans le sud de la Syrie et donc à la frontière israélienne et ne pas donner un gage de cette zone tampon lorsque les Druzes et je rajouterai même les chrétiens de ce village sont menacés par le nouveau régime syrien. C'est un peu la question n'est-elle pas là? Alors, tout à fait. Maintenant, d'un autre côté, c'est un peu comme ça que les Américains sont rentrés dans la guerre du Vietnam, c'est un peu comme ça que les Israéliens sont rentrés dans la première guerre du Liban. En général, quand on s'embourbe dans des conflits qui ne sont pas les nôtres, ça commence toujours par une alliance avec un facteur local, une communauté locale qui nous apparaît tout à coup très importante. Alors maintenant, il faut remettre ça dans le contexte presque doctrinal actuel qui est qu'on est en train de réformer toute notre doctrine de défense. Du moins, Tsahal est en train de réformer toute sa doctrine de défense qui, pendant 15 ans ou 20 ans, avait deux piliers. De un, l'élaboration d'un système antimissile hyper sophistiqué, Red, Kippat Barzel, et ainsi de suite. Et de deux, la construction d'obstacles souterrains, d'ailleurs, sur la frontière libanaise et sur la frontière avec la bande de Gaza, d'ailleurs, qui nous ont coûté de nombreux milliards de. Et puis, aujourd'hui, on a une nouvelle doctrine qui se veut être en trois volets. De un, l'établissement d'avant-postes militaires le long des frontières sur notre territoire autour des localités, donc pour empêcher d'éventuelles invasions. De deux, l'établissement d'avant-postes à l'intérieur du territoire ennemi. On l'a vu au Liban, on le voit maintenant en Syrie avec cette zone tampon au sud de la Syrie. Et de trois, la démilitarisation des zones ennemies, c'est-à-dire de la bande de Gaza, du sud Liban et de toute la partie sud de la Syrie. Alors, il y a énormément de critiques vis-à-vis de cette doctrine. Il y a des critiques de fond qui disent que, à force de créer des fortifications, on perd en dynamisme et on va vers une conception un peu trop rigide de ce que doit être, de ce que doivent être les défenses des frontières. Ça rappelle un peu la ligne Maginot ou, dans un contexte local, la ligne Bar-Lev qui existait avec l'Égypte avant la guerre de Kippour. Mais l'essentiel des critiques est surtout que ce n'est pas tenable. Ça demande en continu pendant peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, des dizaines de milliers de soldats, dont une partie va aussi prendre des risques, parce que pour l'instant, c'est relativement calme et pacifique, mais je ne pense pas qu'une présence de Tsahal au sud-Liban ou au sud-Syrie soit tenable à long terme. Et puis, on va être tout de suite sous le feu des critiques internationales qui, à juste titre, diront que nous sommes une puissance occupante, à la fois au Liban et à la fois en Syrie. Demander à Jolani de démilitariser le sud de la Syrie, c'est lui demander en gros d'abandonner sa souveraineté sur un bon tiers ou peut-être une moitié de la Syrie, ou du moins de la Syrie habitable, parce qu'il y a un désert en Syrie. Il n'y a aucun dirigeant au monde qui serait capable d'accepter quelque chose comme ça. Bien entendu, Jonathan, vous avez raison, mais je pense qu'il y a le traumatisme du 7 octobre qui est là et qui hante tous les responsables militaires et politiques de ce pays, en tout cas. Euh, je voudrais revenir avec vous sur ce qui se passe en Judée-Samarie, donc avec l'action de Tsahal pour éviter justement que s'installe un nouveau front et peut-être même une capacité des terroristes affiliés au Hamas de réaliser un 7 octobre. Et à ce propos-là, je voudrais avoir votre avis sur où est l'autorité palestinienne dans cette région. Alors, c'est une très bonne question. Elle est souvent absente, du moins des centres, je
souvent des centres-villes, mais surtout des camps de réfugiés. Vous savez, à chaque ville palestinienne, à la fois une ville à laquelle est adjoint un camp de réfugiés qui vit dans des conditions bien plus détériorées. Par contre, l'autorité palestinienne a montré ses griffes ces derniers mois. Elle a lancé une opération à Jenin de grande Adéline. ampleur, ou du moins, selon ses moyens, elle n'a pas les mêmes moyens que l'armée, en collaboration avec Tsahal. Et donc, Tsahal est venu un peu, si vous voulez, compléter la besogne et compléter ce que l'autorité palestinienne avait commencé à faire. Je pense, contrairement à d'autres, que c'est un terrain sur lequel nous avons une convergence d'intérêts avec l'autorité palestinienne. Il n'y a aucune raison, ou du moins les seules raisons pour créer un conflit ouvert avec Abu Mazen et l'autorité palestinienne sur la présence de terroristes en Judée-Samarie sont des raisons politiques. Alors, il y a un autre front qui, pour le moment, semble s'être calmé. C'est celui avec le Hezbollah. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte que, profitant du cessez-le-feu, le Hezbollah soit en train de se réarmer? Quelle est la stratégie israélienne pour contrer éventuellement ce retour du Hezbollah? Alors, de un, comme on l'a dit il y a quelques minutes, on a toute une autre idée de ce que doit être la défense des frontières qui implique la démilitarisation de la partie sud du Liban. Cette fois-ci, contrairement à la Syrie, ça a été assuré dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu. Mais surtout, et là, sur ce point-là, je suis plus ou moins optimiste quand je vois les tendances à l'intérieur du Liban. Et pour la première fois, je pense, peut-être depuis le début de la création du Hezbollah, je vois un gouvernement libanais qui, du moins, a vraiment une intention de limiter la puissance du Hezbollah ou l'influence du Hezbollah à l'intérieur du Liban. Je vous donne des exemples. On a formé un nouveau gouvernement au Liban. Ces lignes directrices, donc la loi qui forme le nouveau gouvernement, pour la première fois, n'inclut pas le mot Hezbollah et ne donne pas au Hezbollah quelconque autorité ou quelconque autorité en termes de défense. Et non seulement ça, mais assure le fait que c'est seulement l'armée du Liban qui sera responsable de décider la paix ou la guerre. Deuxième exemple, ces avions qui provenaient d'Iran et qui étaient suspectés d'inclure soit des armes, soit de l'argent pour le Hezbollah, d'ailleurs qui étaient pleins de passagers libanais chiites, qui étaient seulement partis faire un pèlerinage en Iran. Ces avions ont été tout simplement bloqués par le gouvernement libanais, y compris au prix de manifestations, de quasi-émeutes autour de l'aéroport. Alors, les choses ne sont pas noires ou blanches. Fermer la porte à un mouvement qui est vraiment ancré dans la population libanaise, dans la population chiite libanaise, c'est pas si facile que ça. Mais je pense que pour la première fois de l'histoire, on voit vraiment de bonnes intentions de la part de la partie non chiite libanaise. Maintenant, au sud-Liban, ce qu'on voit, c'est un retour des civils qui sont, faut être clair sur la question, qui sont à presque 100% tous des sympathisants Hezbollah. Le Sud-Liban, qui pendant la première guerre du Liban, au début des années 80, était une zone quasiment complètement chrétienne, est aujourd'hui à 100% chiite. Euh, et on voit des membres du Hezbollah avec des drapeaux du Hezbollah qui, pour l'instant, s'occupent d'enterrer leurs morts et de faire des enterrements ou des enterrements de masse dans certains villages du Sud-Liban. On ne voit pas de présence militaire pour l'instant du Hezbollah au Sud-Liban. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas rester à l'alerte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer de, de suivre la situation de près. Mais pour l'instant, je pense que les tendances sont relativement positives. Oui, mais il y a pourtant des ministres du Hezbollah dans le gouvernement. Ah oui, alors la politique libanaise, si la politique israélienne est compliquée, la politique libanaise l'est encore plus. Euh, Ce sont toujours des jeux de coalition. Mais en effet, le Hezbollah, qui d'ailleurs avait posé veto à un nouveau président, le Liban était resté sans président pendant, si je me souviens bien, plus de 2 ans, je peux me tromper. Euh, eh ben, le Hezbollah a levé son veto et a accepté la nomination du chef d'état-major chrétien Joseph Aoun, qui est considéré comme un anti-Hezbollah comme président du Liban. Et il l'a fait non pas par euh, amour soudain pour les chrétiens libanais, mais il l'a fait parce qu'il comprend lui-même qu'il est au plus bas de son histoire
que l'essentiel de ces commandants militaires ont été éliminés pendant cette guerre, que des dizaines de pourcents, éventuellement 70-80% de son arsenal d'eux-mêmes ont été éliminés pendant cette guerre, et donc et que ses relations avec l'Iran sont devenues un peu plus problématiques qu'elles ne l'étaient par le passé. Et donc, le Hezbollah aujourd'hui est, oui, il est, comme on dit, il est à la masse et il se doit d'accepter un nouvel ordre euh, qu'il ne voulait pas forcément. Alors, on voudrait revenir avec vous sur la situation avec l'Iran, les relations entre Israël et l'Iran. Beaucoup parlent d'une attaque possible d'Israël sur les installations nucléaires avec l'accord des États-Unis. Les États-Unis ont livré des bombes à Israël, des bombes qui seraient capables de percer des bunkers très très profonds. Est-ce qu'Israël va se lancer dans une guerre, dans une destruction de l'arme nucléaire iranienne pour justifier en tout cas sa politique, ou bien alors est-ce que c'est juste du bluff? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que pour l'instant, les Américains essaient de brandir l'épouvantail d'une éventuelle attaque israélienne pour faire peur aux Iraniens et les pousser à la table de négociation. D'ailleurs, Trump l'a dit de façon plus ou moins publique. Il a dit aux Iraniens, si vous acceptez pas un deal, il aime beaucoup le mot deal, ben, les Israéliens vous attaqueront. Et donc, je pense que ça explique une série de révélations dans la presse anglophone ces derniers temps, d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment des révélations. On- Ce sont des révélations un peu plus banales. Par exemple, une révélation comme quoi, si attaque il y a, les deux centres d'enrichissement d'uranium de Natanz et de Fordo seront attaqués. C'est évidemment la chose la plus banale à dire. C'est une soi-disant révélation, mais en fait, c'est juste histoire d'alimenter les médias internationaux pour faire peur à la partie iranienne. Quant au transfert d'armes, alors oui, effectivement, c'est conséquent, et en qualité et en quantité. Par contre, il faut regarder les astérix. L'astérix, c'est que ce transfert se passera l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, personne ne sait, est-ce qu'on parle du courant de l'année 2025, est-ce qu'on parle de l'année 2026, mais en tout cas, il ne s'agit pas d'un transfert qui soit immédiat et qui donc permettrait ou renforcerait la probabilité d'une attaque dans ces Il y prochaines a quand même, Et il y a quand même certains éléments de transfert d'armes qui ont été réalisés ces derniers jours. Oui, mais alors ces derniers jours, ce qui s'est passé, c'est qu'on a débloqué quelque chose qui n'était pas d'ailleurs essentiel, mais on a débloqué un veto de l'administration Biden sur 1800 bombes MK-84, qui sont des bombes Oui. bêtes de la guerre du Vietnam, des bombes lourdes, plus de 900 kilos, des bombes aériennes. Mais là, effectivement, l'accord qui a été passé avec l'administration Trump parle de quelque chose de différent, parle de presque, si je me souviens bien, 36 ou 37 000 différentes bombes, dont 4000 bombes, comme vous l'avez dit, à la fois précises qui permettent de rentrer à l'intérieur de bunkers. Donc on Euh, est dans une discussion, dans des événements de propagande, de pression pour essayer d'apporter. Parce que finalement, Trump, qui lui rêverait peut-être d'avoir un prix Nobel de la paix, ne veut pas de guerre avec l'Iran. Il préférerait négocier, peut-être même demander, faire basculer en tout cas ce régime des mollahs, non? alors, c'est mon analyse. Je pense, Hmm. en fait, comme vous, que Trump, il le dit d'ailleurs, il a fait toute sa campagne là-dessus, il veut terminer la guerre et non pas en ouvrir d'autres. C'est ce qu'il essaie de faire avec l'Ukraine, on peut avoir son avis sur la question. C'est ce qu'il essaie de faire avec Gaza. Je ne le vois pas, personnellement, se mettre à ouvrir une nouvelle guerre avec l'Iran, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Je peux me tromper. alors, Jonathan, il y a eu jeudi ce fameux rapport qui est sorti sur les erreurs, les négligences, les sous-estimations de l'armée, des renseignements par rapport au 7 octobre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, je dirais, les conclusions de cette enquête et quelle est la valeur de cette enquête? Alors, en effet, c'est une enquête qui a été longtemps attendue. Ce qui a été publié, c'est non pas le compte-rendu de cette enquête, mais son résumé, qui tient quand même en 15 pages. D'ailleurs, lecture recommandée, c'est écrit de façon très claire. Il faut souligner que, euh, du moins, l'armée a honnêtement cherché à évaluer ses erreurs et ne cherche pas à se cacher derrière quelconque prétexte. Ce résumé comprend 4 chapitres.
qui sont un peu d'ordre, si vous voulez, chronologique. Donc, 4 points qui sont essentiels, qui sont abordés. De un, la stratégie israélienne avant le 7 octobre vis-à-vis de la bande de Gaza. De deux, les erreurs et négligences en termes de collecte et d'analyse de renseignements. De trois, ce qui s'est passé pendant cette nuit du 6 au 7 octobre. Et de quatre, la réaction pendant la journée du 7 octobre. Alors, on peut parler très longuement de ces 4 chapitres. Je vais juste souligner un point ou deux. Sur la stratégie israélienne ou la stratégie militaire israélienne avant le 7 octobre, on parle très clairement de ce qu'on appelle en hébreu, c'est un terme qui est très difficilement traduisible d'ailleurs, qui est né après la commission à Granade suite à la guerre de Kippour. On parle très clairement de ce qu'on appelle une conceptia. Conceptia, c'est l'ensemble des hypothèses, l'ensemble des thèses que vous avez sur une réalité donnée, qui vous fait voir les choses selon un angle certains. En général, le problème des conceptions, c'est elles sont souvent sous-entendues, elles sont souvent tacites, et souvent on a du mal à les remettre en question ou à les valider. Et donc là, on parle effectivement d'une conception. La conception disait que le Hamas était affaibli, qu'il était dans un état de dissuasion, qu'il n'avait aucune intention à la guerre, que les bénéfices économiques qu'il avait, que ce soit par le transfert d'argent en cash ou par les ouvriers de Gaza qui venaient de travailler sur les sites de construction en Israël, que ces bénéfices marchaient. Euh, et que même si par hasard il se mettait à une aventure en territoire israélien, de un, il passerait de façon souterraine, ou il essaierait du moins, et de deux, ce serait quelque chose de relativement limité et en temps et en effectif, qui viserait une ou éventuellement deux localités. Donc, en gros, on serait capable de gérer la question. Mais plus profondément, je pense que euh, ce résumé ou ce compte-rendu met vraiment le doigt sur la question de base qui était le fait que Gaza n'était pas la priorité. Gaza n'était pas la priorité et l'Iran et le Hezbollah recevaient une priorité euh, conséquente par rapport à la question de Gaza. Gaza était vu comme quelque chose, euh, comme un ennui, comme quelque chose qu'il fallait une fois toutes les quelques années, il fallait faire ce qu'on appelle en hébreu une tournée, c'est-à-dire quelques jours de combat un peu plus intensifs à l'intérieur de la bande de Gaza, mais pas comme une menace stratégique, pas comme quelque chose qui allait créer un challenge pour la stratégie d'ensemble de l'État d'Israël. De un. Et de deux, on est un peu tombé amoureux de ce qu'on appelle en hébreu le Mabam, c'est-à-dire la guerre entre les guerres. Cette idée que la guerre classique d'invasion où on devrait affronter des troupes ennemies qui essaieraient d'envahir notre territoire, cette guerre-là était du passé, et que donc on était aujourd'hui dans une espèce de nouvelle guerre, une guerre technologique, une guerre qui était continue et qu'il fallait, par des moyens à la fois de renseignement et par des drones et par d'autres moyens technologiques, il fallait être capable de frapper l'ennemi une fois de temps en temps et de le maintenir dans un état de dissuasion. Et tout cela s'est évidemment effondré le jour du 7 octobre. Alors, on a aussi un autre document qui a circulé, c'est-à-dire ces minutes des événements du 7 octobre et apparemment du 6 octobre. À partir de 21 heures, on a des différentes réunions entre les officiers du renseignement et il y a des éléments qui arrivent progressivement, 21h, 21h30, 22h, 0h, et tout ça entre les responsables de Tsahal et le Shin Bet. Vous qui êtes un chef, un ancien officier donc des renseignements militaires, donc vous pouvez nous décrypter tout ça. Beaucoup ont dit, mais non, ce sont que des exercices. D'autres disent, de toute façon, le Hamas n'a aucune raison de nous attaquer, alors que les éléments sont là. C'est clair. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être que vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Il y avait des éléments importants, les cartes SIM, les mouvements du Hamas. On peut pas dire que le Hamas, à 3 heures à minuit, fait un exercice militaire comme ça, aux yeux de Tsahal, sous les yeux de Tsahal. Quand on demande à l'armée de l'air d'envoyer des drones pour aller vérifier, c'est pas tout à fait bien fait, personne n'est au courant. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Alors, il faut replacer un peu les choses dans leur contexte. Oui, de toute façon, les résultats, malheureusement, le prouvent. Il y a eu un certain nombre d'erreurs humaines ou de négligences, peu importe comment on les appelle, cette nuit-là, parmi certains commandants supérieurs qui n'ont pas compris la situation telle qu'elle était ou qui n'ont pas... il y a eu un cas où on n'a pas réveillé, par exemple, Galante pour lui expliquer la situation pendant la nuit.
Par contre, et puis effectivement, ce compte-rendu met le point sur 5 signaux indicatifs pendant cette nuit-là qui auraient pu mener à penser que euh, il allait se créer une situation offensive. Par contre, si on regarde un contexte un peu plus large, il faut comprendre que, par exemple, cette histoire de carte SIM que vous avez rappelé, c'est pas la première fois que le Hamas fait ça. Euh, des mouvements suspects de part et d'autre de la bande de Gaza, c'est pas la première fois que le Hamas fait ça. Et donc, la conscience parmi les commandants de l'armée pendant la nuit du 6 au 7 octobre était qu'effectivement, il y a un événement suspect, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. C'est pas sans précédent, c'est pas la première fois. Il y a quelques éléments indicateurs qui pourraient être interprétés comme quelque chose de grave. Maintenant, à côté, il y en a d'autres qui sont plus accalmants. Et donc, on se réveille demain matin, on était aussi en pleine fête de Soukhot, on se réveille demain matin et à 8h ou 8h30, on fait le point sur la question. Et donc, l'erreur n'a pas été tellement de ne pas comprendre qu'il allait se passer, qu'il pouvait aller se passer quelque chose de grave, mais l'erreur était qu'on ne comprenait pas que cette chose de grave qui allait se passer les heures suivantes et qu'on n'avait pas le temps. Euh, donc oui, erreur, il a été faite. Maintenant, il faut regarder les choses un peu dans un contexte plus grand. C'est pas si facile que ça, et c'est pas si clair. C'est toujours a posteriori, c'est toujours facile de dire ah ben voilà, il s'est passé 1, 2, 3, 4, et donc ils auraient dû comprendre. Sur le terrain, au jour le jour, c'est pas si facile que ça de déduire du moins des éléments indicateurs que j'ai vus qui se sont passés pendant cette nuit-là, de déduire que on allait avoir une offensive du style 7 octobre. Je vous rappelle que ce que Aaron Khalifa, l'ancien chef des renseignements, avait dit, on l'avait critiqué pour ne pas être présent pendant cette réunion en pleine nuit à 3h ou 3h30 du matin. Il avait dit, oui, mais même si j'avais été présent, j'aurais certainement tiré les mêmes conclusions, à savoir qu'il y a quelque chose de suspect et qu'on avait le temps, qu'on pouvait se réunir le lendemain. Mais alors, il y a, Et- Jonathan, cette enquête, elle a été faite, disons, par Tsahal sur les erreurs de Tsahal, mais ce qui manque, et ça se répète beaucoup plus tard, c'est le volet politique. C'est au fond, qu'est-ce que le gouvernement savait, ne savait pas. Bon, il y a une nécessité d'une commission d'enquête sur ce thème. Alors tout à fait, c'est un des sujets qui préoccupe le plus les Israéliens. D'ailleurs, même les Israéliens qui ont voté pour les partis de ce gouvernement, qui à plus de 40% se disent pour une commission d'enquête nationale. Alors, les commissions d'enquête nationales ont une longue histoire en Israël. Il y a c'est une loi des années 50, une des premières lois du pays, qui a été après corrigée en 1968. Et puis on se rappelle différentes commissions, la commission Agranat suite à l'égard de Kippour, la commission Shamgar suite à l'assassinat de Rabin, la commission Cohen suite à Sabra le Shatila, et puis il y en avait pas mal d'autres. Alors maintenant, il y a trois façons, trois lectures différentes de ce que c'est qu'une commission d'enquête en Israël. C'est un peu difficile à l'expliquer à un public français parce que je ne vois pas de parallèle en France. Euh, il y a d'abord quelque chose qui se veut être un mécanisme, si vous voulez, d'ostracisme un peu moderne. L'ostracisme, c'était ce procédé de l'Athènes antique qui permettait d'exiler un leader ou un dirigeant ou un général qui avait fait une faute grave pendant 10 ans. Et donc, beaucoup de gens voient cette commission d'enquête comme un appareil tout simplement de procès de nos dirigeants politiques qui étaient responsables avant le 7 octobre et qui nous ont menés à cette situation. Et c'est dans ce cas-là, Netanyahou n'a pas tort. En effet, une commission d'enquête mènerait éventuellement à la fin de son gouvernement, du gouvernement actuel. De deux, on peut voir une commission d'enquête comme quelque chose de réparateur, quelque chose qui permet de tirer les bonnes leçons et de réparer les négligences, les erreurs qui ont été faites. Il y a aussi beaucoup de critiques sur la question, à savoir est-ce que ces commissions d'enquête ont vraiment permis d'améliorer nos systèmes en renseignement ou autres. Et puis, il y a une troisième lecture qui voit un peu cette commission d'enquête d'une façon un peu plus symbolique, comme une espèce de cérémonie qui permet une catharsis publique et qui permet au public israélien de passer l'événement et de comprendre que l'événement a été traité de façon publiquement. Donc, je pense que ces trois lectures-là, quoi qu'il en soit, justifient effectivement l'établissement immédiat d'une commission d'enquête. C'est absolument insupportable l'idée que le gouvernement essaye de
de jouer le temps, de tempérer se refuse à monter une commission d'enquête pour des raisons qui sont purement de politique politicienne. Merci, Jonathan Keller, pour votre analyse. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont compris tous les tenants et les aboutissants à travers votre analyse et votre éclairage, en tout cas en tant qu'ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Merci à vous, merci de votre gentillesse et d'avoir accepté notre invitation. À bientôt sur les ondes de Kol Aviv, Jonathan. Voilà, nous allons continuer avec notre prochain invité, Chaim, bien entendu, nous ferons, me dit notre ami, notre ami Laurent à la technique, il y aura certainement un petit jingle quand même pour faire la jonction, mais voilà, on va le laisser mettre notre jingle. Allez, on y va. Voilà, nous revenons au plateau avec la permission de notre technicien, spécialiste de l'émission sur le plan de la gestion de l'informatique, Laurent. Voilà. Alors, nous revenons donc au plateau avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Bonjour, Yehuda. Bonjour, Serge. Écoutez, Yehuda, vous rentrez des États-Unis et avec vous, on voudrait parler un petit peu de l'ambiance qu'il y a entre Israël et les États-Unis. Il y a beaucoup de gestes qui ont été faits à l'égard d'Israël, mais on a du mal à comprendre un peu la vision de Trump dans la région. D'un côté, Trump veut à tout prix éviter une guerre, il essaye de mettre la pression sur le Hamas comme il fait sur l'Iran, mais de l'autre côté, il arme Israël et comme nous l'a dit Jonathan Keller, il arme Israël avec des bombes extraordinaires, hyper précises. Finalement, vous qui rentrez des États-Unis, est-ce que vous pouvez nous raconter quelle est la vision exacte du président Trump dans la région, pour la région? Ce serait un pari un peu risqué. C'est pas grave, je mise sur votre qualité, en tout cas, de diplomate. Le président Trump est imprévisible, ça on le sait depuis son premier mandat, qui a été concluant sur le plan d'Israël, puisqu'il nous a permis non seulement d'avoir un partenaire qui nous comprenait fort bien à Washington, mais aussi qui a pu faire avancer la paix, ce qui était inattendu à l'époque, et il entend faire avancer la paix. Lors de sa campagne électorale, il a précisé à plusieurs reprises dans ses meetings qu'il voulait éteindre ces foyers conflictuels de par le monde, le Moyen-Orient, l'Ukraine et ailleurs. Alors il s'y prend avec une équipe rapproché, le vice-président, le secrétaire d'État Marco Rubio et bien d'autres, l'ambassadrice aux Nations Unies, qui sont en fait en pleine adhésion, si je puis dire, mentale, idéologique, affective avec Israël. Donc, Israël n'aura jamais été mieux servi sur le plan du dispositif administratif, politique et diplomatique aux États-Unis que cette fois-ci. Néanmoins, il faut quand même savoir qu'à l'avenir, il y aurait peut-être des divergences qui pourraient infléchir ce type d'adhésion aux côtés d'Israël. Si l'on prend l'Iran, par exemple, un domaine où le secrétaire d'État Marco Rubio est d'une clarté extraordinaire, pratiquant un langage sans ambiguïté, qui préconise justement une frappe contre l'Iran pour anéantir sa menace nucléaire. C'est dit en toutes lettres, il a bien compris et il le transmet que c'est l'Iran qui est la source de nuisances essentielles dans cette région et qu'il faut passer par là. Israël, à ce niveau, ne pourrait que se féliciter de cette approche qui reste quand même un peu ambiguë chez le président Trump. Lorsqu'il a signé son arrêt présidentiel pour
augmenter la pression économique sur l'Iran, il a bien pris la précaution de dire qu'il le faisait le cœur brisé parce qu'il ne voulait pas faire souffrir le peuple iranien. Donc, il est à la recherche apparemment d'un compromis à court ou long terme avec l'Iran, alors qu'Israël me semble prêt. Il le signale, il le redit, les manchettes des journaux le répètent, à exécuter une frappe préventive contre l'Iran. Ce qui me semble être la bonne solution, ou la moins mauvaise, parce que c'est l'Iran, justement, qui est le moteur essentiel dans cette vocation, dans ce complot, si je puis dire, d'anéantir Israël. L'Iran préconise l'anéantissement d'Israël, soit de façon directe, soit de façon indirecte à travers ses proxys. Donc, je pense que c'est un temps d'observation utile. On ne peut que se féliciter de l'entente très cordiale entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Et, par conséquent, le rapprochement net entre les deux pays. Mais nous avons devant nous quelques enjeux, comme la paix avec l'Arabie saoudite ou la normalisation avec l'Arabie saoudite à laquelle Trump tient beaucoup et qui pourrait l'amener à infléchir les positions du gouvernement Netanyahu quant à la question palestinienne, ce qui n'est pas facile pour ce gouvernement. Il est même inadmissible qu'il se fasse quelque chose de tangible par rapport aux Palestiniens, ou si ce n'est l'Arabie saoudite, il y a quand même Gaza qui n'est pas un dossier clos et qu'il faudrait acheminer de la meilleure manière possible. On a évoqué l'Iran, donc on ne répétera pas ce que j'ai dit là-dessus, mais ça peut être aussi un écueil dans l'échange Netanyahou-Donald Trump. Vous avez dit tout à l'heure que il y a un accord parfait entre Netanyahou et le président Trump. Il y a aussi possibilité à la longue de certaines divergences. Ça, c'est le diplomate qui parle et qui explique que ça peut arriver et qu'il faut pas s'étonner. Mais en tout cas, la vision de Trump est là. Il annonce, il dit ce qu'il veut faire, ce qu'il aimerait faire. Et d'un autre côté, il dit à Israël, c'est à vous de décider quand même. C'est quand même étonnant. Alors, il ne met pas de dictat sur la diplomatie israélienne. Alors non, répétez-moi là. Je disais que Trump donne un programme, dit ce qu'il veut faire de cette région, et d'un autre côté, il n'impose rien en Israël puisqu'il dit c'est à Israël de décider. C'est vrai. Il a donné suffisamment de marge de manœuvre jusqu'ici. Après, il a présenté son plan. Il a quand même ajouté qu'Israël pourrait le doubler, ce plan, en faisant autre chose. Mais Benjamin Netanyahu se gardera bien de pratiquer ses plans par rapport à Trump, parce qu'il le connaît bien, et je pense que Trump, c'est le président américain qui le dissuade le plus de tous les présidents américains. Il s'était permis certaines licences avec Obama. On se souvient de sa rencontre à la Maison-Blanche, avec ce moment où Netanyahu a pris la posture du donneur de leçons au président américain, ce que l'administration d'Obama n'avait pas apprécié du tout. Avec Biden, il avait des rapports amicaux déjà très anciens, mais qui se sont un petit peu effilochés à cause des événements, mais il s'est gardé de pratiquer des dérives outrancières. Du côté de Donald Trump, il ne se permettra absolument rien qui puisse contrarier le président américain, qui puisse mettre en doute la validité de ses projets. Donc, on est là, à l'écoute. On réagira de la façon la plus diplomatique possible avec Trump, dans l'espoir que ce qu'il fera sera convergent avec les aspirations et les objectifs d'Israël. Alors, Yehuda, on a entendu la proposition
du président Trump, qui est de transformer Gaza en Riviera, ce qui passerait par l'expulsion des Gazaouis en Jordanie, où on le sait, il y a déjà une majorité de Palestiniens qui habitent, et en Égypte. Aussi bien Le Caire et Amman ont refusé, rejeté cette résolution. Vous, vous donnez une chance à ce projet, et comment réagissent les autres pays arabes, en particulier les pays qui ont signé les accords d'Abraham? Alors oui, il faut reconnaître que la proposition de Donald Trump était ahurissante comme proposition. C'est du jamais vu, du jamais vécu dans les annales politiques et diplomatiques de cette région. Et sa manière, en fait, de faire cette circonvolution et de proposer autre chose euh, est d'une part remarquable, mais ses chances d'aboutissement sur le terrain me semblent plus que fragiles. On ne peut pas décider de déloger 2 millions d'habitants à Gaza, en ruine certes, inhabitable certes, pour sa grande partie, mais il faut ne rien comprendre. L'attachement du Palestinien, du musulman en général, mais du Palestinien dans ce cas précis, à la terre. Il faut comprendre que chez les Palestiniens, une implantation israélienne, mettons la Cisjordanie, mettons celle de Pessagot par-dessus Ramallah, c'est encore plus blessant, plus terrifiant pour eux que la présence d'une base militaire israélienne. Là où le soldat israélien est honni, dans les postes de passage et de contrôle, l'implantation est par définition l'outrage le plus grand euh, à l'encontre des Palestiniens. C'est Marwan Barghouti, célèbre, qui nous le disait lorsque, à l'époque, on pratiquait le dialogue. En arabe, il nous disait vous nous avez vaincus avec les implantations. C'est pas seulement l'armée israélienne, mais c'est les implantations. Il faut ne rien comprendre à l'attachement viscéral du Palestinien à sa terre pour le déraciner de cette façon. Essayer, c'est peut-être utile. Ça a fait réagir bon nombre de pays arabes qui sont venus avec des propositions. Euh, euh, ça n'est pas mauvais. Je pense que déjà le président Trump qui a secoué le cocotier a obtenu quelques réactions alors que la région était complètement indifférente. On l'a vu faire d'ailleurs pour son plan de paix lors de son premier mandat avec les Palestiniens. Il avait concocté euh, l'avènement d'un État palestinien certes embryonnaire, euh, coincé des deux côtés par Israël, dans la vallée du Jourdain comme à l'ouest. Mais au moins, y avait-il là une idée qui donnait une validation et une légitimité, même résonance politique considérable, à l'idée de l'État palestinien sous un gouvernement de droite comme celui de Netanyahu. Donc, c'est un homme profondément original, inattendu, un peu intempestif. On l'a vu avec Zelensky récemment, d'où la prudence de Netanyahu. Netanyahu n'a pas réagi sur place quand il était à ses côtés à la Maison-Blanche et que le président américain avait présenté son plan d'une Gaza Riviera. C'est parce qu'il connaît le partenaire qu'il lui fallait objectivement un temps de réflexion pour essayer de réagir. En tout cas, je pense que ce plan est utile pour provoquer des réactions, des alternatives, mais qu'il a peu de chances d'être mis en pratique.
Alors, Yehuda Lancry, je voudrais parler avec vous de la relation d'Israël avec la France, ou de la France avec Israël, ou plus particulièrement d'Emmanuel Macron avec Netanyahou. Euh, Dernièrement, il y a eu, donc, on a appris, donc bien sûr, l'assassinat du dernier otage français, Yohad Yahaloumi. Et le président Macron nous parle du décès de notre, je cite, le décès de notre compatriote. Alors déjà, on a l'impression que c'est un avis de décès classique. Il ne parle pas d'assassinat ni voilà. Et puis il dit aussi, il termine son tweet en disant la France a perdu 50 de ses enfants dans l'infamie du 7 octobre. Donc il revient sur cette notion-là de façon remarquable d'ailleurs. Et il dit la barbarie du Hamas doit prendre fin. On ne comprend pas la situation avec cette façon de gérer. Vous êtes diplomate, expliquez-nous un petit peu ce tweet entre un décès d'un otage qui a été littéralement assassiné et de l'autre côté, revenir sur l'infamie et surtout, la dernière phrase, l'infamie le Hamas doit cesser d'exister, en tout cas dans cette région. On ne comprend plus. En tout cas, si je prends en considération aussi les propos très touchants, des propos d'identification quasi absolue avec la famille Bibas qu'a produit le président Macron à travers l'un de ses tweets. Si l'on réunit tout ça, il faut se féliciter de ce retour à la réalité, retour remarquable, parce qu'il y a eu un moment où le président Macron, qui avait fait plusieurs gestes symboliques de haute portée à l'endroit d'Israël, des Israéliens, des otages, c'était quand même perdu lorsqu'Israël était assailli de tous bords par des manifestations palestiniennes aux États-Unis, dans les universités, en France aussi, à Sciences Po et ailleurs, c'était perdu dans la critique irraisonnée d'Israël. Je pense qu'il y a là un retour au réel et le président Macron retrouve le sens pratique d'un regard plus objectif sur Israël, et d'un regard même, je dirais, suffisamment attentionné et affectif à l'endroit d'Israël. On ne peut que s'en féliciter. Tout à fait. Chaim? Oui, Yehuda, vous avez été en fonction à Paris. Vous avez eu des contacts avec toute la classe politique française, notamment avec la gauche. Alors, je ne vais pas revenir sur les propos de Rima Hassan, qui a fait un aller-retour à l'aéroport de Ben Gurion et qui a souligné que le Hamas menait une action légitime, mais euh, dans le monde qui est daté d'aujourd'hui, de demain, un certain nombre d'intellectuels juifs publient une tribune avec le titre Nous, Français juifs, n'avons rencontré que le silence, le déni ou l'indifférence de la gauche extrême face à l'antisémitisme. Comment vous expliquez le comportement de la gauche qui semble avoir complètement perdu ses valeurs? Effectivement, il y a là une source de déception majeure. Euh, je pense que la gauche n'a pas été dans son élément naturel au niveau de son idéologie, au niveau de ses valeurs traditionnelles par rapport à Israël. Elle n'a pas compris qu'Israël traversait une phase où son existence était mise en question. Sept fronts simultanés qu'Israël a dû confronter n'ont pas réussi à amener la gauche française. Je parle de façon un peu trop générale. Il y a eu bien sûr des exceptions. Il y a eu des prises de position remarquables de personnalités et d'hommes d'État français. Mais globalement, la gauche a perdu ses repères par rapport à cette année et demie à la fois de souffrance et de mise en cause de l'existence d'Israël. On ne l'a pas suffisamment intégré.
il fallait du temps parce que pour nous autres Israéliens aussi, il fallait intégrer la menace. On parlait de l'Iran beaucoup de fois. Il y a eu même, si je puis dire, un sentiment de dévalorisation de la menace à force d'en parler. Mais lorsqu'elle s'est précisée sous cette forme, avec des attaques iraniennes par centaines de missiles, encore une fois, merci à la France d'avoir pris part dans la parade qui a été euh, mise face aux Iraniens. Il y a eu les États-Unis, il y a eu la Grande-Bretagne, la France aussi a eu sa part. C'est remarquable. Mais la gauche, comme d'ailleurs dans un premier temps, l'opinion publique israélienne elle-même n'a pas pris la mesure exacte et précise de cette menace généralisée, existentielle contre Israël. Il s'en est fallu de peu pour que l'existence d'Israël soit remise en cause. Heureusement, il y a eu un redressement remarquable de nos forces armées, en même temps que de nos chefs politiques, qui a permis à Israël de ressurgir et de s'imposer au moins au niveau défensif. Et je pense qu'on a pu accomplir en passant quelques missions de caractère plutôt offensif, comme en Syrie, qui nous permettent de mieux respirer. Mais ce capital, il faut le conserver. La gauche, peut-être, en France, en prend conscience. Je ne parle pas de la gauche de Mélenchon ou de Rima Hassan. Je parle de la gauche classique, celle que l'on connaissait depuis des années, qui a été au pouvoir, dont l'un des membres a été président, François Hollande, qui me semble maintenant en mesure de mieux intégrer tout le processus qui a eu cours pendant 1 an et demi en Israël. Je leur accorde des circonstances atténuantes pour certains, car si nous-mêmes, Israéliens, n'avons pas été tellement imprégnés ou impressionnés par cette menace qui nous venait même du Yémen, les Houthis ont eu leur missile à dire. Bien, il a fallu aussi du temps pour la gauche française. Je pense que c'est un temps utile. Maintenant, c'est la réflexion et l'enseignement qui doivent prévaloir. Merci Yehuda Lancry, merci de votre éclairage en tout cas diplomatique et justement de cette analyse sur la vision d'un Israélien sur la gauche française et qui devrait se ressaisir en tout cas et s'émanciper de cette France insoumise qui vraiment est très agressive vis-à-vis de l'État d'Israël. Merci à vous, merci Chaim. Écoutez, Serge, en conclusion de cette émission très riche, moi, je crois que je garde, comme tous les Israéliens, comme tout le peuple juif, comme tous les amis d'Israël, des images bouleversantes. Ces images bouleversantes, c'était mercredi, l'enterrement de Shiri Bibas et de ses 2 enfants. Je crois que ça restera à toujours gravé dans notre cœur et dans notre tête. Merci Yehuda, à bientôt sur les ondes de Kol Aviv. Merci Laurent à la technique et n'oubliez pas de leur dire, même si nous ne vivons plus en Israël, nous ne pourrons jamais plus vivre sans Israël. Allez, à ciao, dans 15 jours. Merci beaucoup.